Nous sommes le 9 septembre 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, vous qui nous suivez régulièrement, recevez nos salutations. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de deux éminents experts ici au Mali pour parler, décrypter surtout un sujet de l'actualité. Lequel sujet? Vous n'êtes pas sans savoir que les forces armées du Mali répondent avec force, avec puissance à une certaine menace terroriste. Et d'ailleurs, ces menaces-là sont en grande partie neutralisées sur les axes routiers de Kayes et de Nioro. Les deux experts qui nous accompagnent, à ma droite, il va se présenter. Allez-y. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sissoko Sirima M, communément appelé le capitaine Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara, il nous vient droit de la ville de Kayes. Donc c'est un jeune leader qui fait partie du bureau régional des jeunes de Kayes. Et à ma gauche, il n'est plus à présenter, mais au moins il aura un mot pour vous. Il s'agit de l'expérimenté Iboussi, un analyste qui est avec nous depuis le début de ce combat, qui est d'ailleurs un doyen dans le cadre de cette guerre d'information et de communication, toujours à la pointe des analyses. Quoi, Iboussi? Oui, donc Issa, vraiment merci beaucoup pour cette initiative et merci pour cette invitation qui m'a vraiment touché. Et merci à mon co-débatteur Thomas Sankara. Franchement, c'est un grand honneur, un très grand honneur, et je lui passe un bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous qui nous venez de Kayes, donc vous avez des informations toutes fraîches. Comment évaluez-vous la réponse, cette réponse surtout énergétique des forces armées de défense et de sécurité du Mali sur les axes routiers de Nioro et de Kayes? Ok, général, bonsoir. Salut d'abord les auditeurs de African TV. Ça, il faut voir d'abord en amont ce qui s'est passé. C'est très important. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Très bien, donc le 3 et le 4 septembre, les forces du Mali, les terroristes, alors ont coupé la route pendant quelques heures. Il s'agit de la route de Kayes ou bien de Nioro? Au niveau de Kayes, ok, la route avant d'arriver à Djema ok, et avant d'arriver à Sandaré. Donc ils ont fait arrêter les cars voyageurs et ils ont commencé à contrôler les cartes d'identité. Donc ils ont pris des otages, alors ils les ont amenés très loin, ensuite les relâchés. Donc après, l'armée en réalité, depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui, mène une réponse énergétique. Et plusieurs objectifs alors ont été atteints. ok. Donc, Koura Iboussi, il nous informe que, je ne sais pas, c'est un blocus ou quoi qu'ils avaient mis peut-être momentanément sur place, ça n'a duré que quelques heures. D'ailleurs, avant de vous donner la parole, on nous informe aussi de l'arrivée de notre confrère Drissa Memeta. Nous souhaitons bienvenue. Le très compétent Drissa Memeta. Merci beaucoup. Donc, il nous informe qu'il y avait un blocus momentané, c'est-à-dire que ça n'a pas duré. Parce que très rapidement, les forces armées de défense et de sécurité ont pu déjouer ça et donc ont pu atteindre beaucoup des objectifs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, bon, en fait, ce que moi, j'aimerais quand même dire par rapport à cette situation qu'il y a au Mali, il y a de cela quelques jours, c'est que il est important de dire aux gens qui nous suivent que tout est parti d'une annonce qui a été faite par un terreau, comme ça qu'on les appelle. Oui. Le monsieur, apparemment, il semble être une nouvelle recrue qui parle Bambara, donc la langue qui est la mieux comprise ici chez nous. Et si ils ont choisi quelqu'un de ce genre-là, c'est peut-être pour atteindre, toucher le plus de personnes. Et ce monsieur, dans son langue, quand il parlait, dans sa prise de parole dans la vidéo qu'il a eu à faire, il se faisait passer pour quelqu'un qui s'inquiétait pour la population malienne, en disant que, bon voilà, écoutez, nous, on n'est pas contents parce qu'on a appris que à partir de certains villages, maintenant, on ne peut plus vendre du carburant. Donc, si la population ne peut plus vendre du carburant, les gens sont pauvres, les gens sont dans des difficultés. Si l'État les empêche de vendre du carburant, c'est pas bien. Donc, du coup, l'État pense, en faisant cela, que c'est nous qui vont toucher
mais ça ne va pas atteindre notre mobilité. Nous, on continue à être mobile. De toute manière, nous, on va essayer de défendre ses propres populations. Donc, il s'est présenté comme quelqu'un qui va défendre la population. Voilà. Et donc, du coup, et là, ils disent, bon, maintenant, les dispositions qu'ils vont prendre, c'est empêcher que du carburant puisse arriver au Mali. Or, cette mesure, je ne vais pas vous couper, cette mesure des autorités du Mali, cela les a asphyxiés. Absolument, Issa. Absolument, Issa. Parce que ça me rappelle une fois, une petite anecdote. Une fois, dans un film, il y avait un monsieur qui était dans un avion. Il avait faim. Mais il ne pouvait pas dire à l'hôtesse de l'air, j'ai faim, amenez-moi à manger. Quand l'hôtesse, elle est passée, il lui a dit, écoutez madame, les enfants ils ont faim là, les enfants ils sont là, ils ont faim, donc amenez à manger. Donc c'était lui qui avait faim en fait. Donc c'est ça, ceux-ci qui se présentent comme les défenseurs de la population, eh bien en réalité c'est eux qui souffrent de cette rupture de carburant. Actuellement ils sont asphyxiés, ils n'arrivent plus à avoir assez de carburant. C'est la raison pour laquelle ils disent, bon d'accord, si dans les villages il n'y a pas de carburant qui va descendre, nous allons bloquer le carburant qui va arriver en République du Mali. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé à sortir sur certains axes. Ils ont commencé à bloquer. Ils brûlent certaines citernes. Ils essaient de créer la psychose. Ils brûlent des cars. Ils font peur aux gens. Mais ceux qui ont relayé cette vidéo de ce terreau qui parlait, ceux qui l'ont relayé, c'est important de le dire. Le jour que le monsieur a fait la vidéo, si je ne me trompe pas, en moins de 48 heures, on a vu France 24. Il y avait une dame, une présentatrice du nom de Fatima Wan, qui joue le jeu. Elle est journaliste, mais elle joue le jeu. Elle a invité Serge Daniel. C'est les médias d'influence de la France quand même. Voilà. Médias propagande. Voilà, c'est des médias français pour l'Afrique. France 24, et je le dis bien, c'est important que les gens comprennent, c'est les médias qui ne sont pas suivis en France. Les Français ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas France 24, ils ne connaissent pas TV5, bon, à peine TV5, à peine, hein. Ils ne connaissent pas RFI, etc. Donc c'est les médias, des outils d'influence, des médias français, mais destinés uniquement à l'Afrique. Pour manipuler l'opinion africaine. Absolument. Pour manipuler l'opinion, pour essayer de continuer à influencer l'Afrique avec ces médias-là. Alors maintenant, c'est eux qui ont relayé cette information. Alors Serge Daniel, il est venu sur le plateau, il a fait la vedette. Oui, Fatima Wan, effectivement, c'est vrai, les terroristes ont décidé de mettre en place un blocus. Donc maintenant, du coup, systématiquement, eux, sur le terrain, ils ont commencé à opérer. Donc, on sent quand même qu'il y a une certaine connivence entre eux. Ouais. Mais nous savons qu'ils se connaissent. Nous savons que c'est des gens qui travaillent pour le renseignement. C'est des journalistes qui se font passer pour les journalistes, mais qui travaillent pour le renseignement malien. Le renseignement français. La DGSE. La DGSE. Donc, du coup, ils ont mis ça en place ensemble. Et là, systématiquement, ceux-ci aussi ont commencé à attaquer quelques cas. Donc, mais l'expression blocus qu'ils ont créée, moi, je me suis opposé à cette expression-là. Parce que quand on dit blocus comme ça, les gens vont se dire « Ah non, ils ont fait un blocus ». Alors maintenant, vous imaginez, il y a des Chinois qui sont ici. C'est juste des perturbations. Il y a des étrangers qui sont là, il y a des Indiens, il y a plein de nationalités, des Arabes, beaucoup de gens, des Canadiens qui vont dire « Ah, il y a un blocus ». Mais ce n'est pas un blocus qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas faire de blocus au Mali, ils ne peuvent pas faire de blocus contre Caille, ils ne peuvent pas faire de blocus contre Nioro du Sahel, ils ne peuvent pas les faire. Ils peuvent effectivement arrêter certains véhicules qui vont à destination de Caille. Perturber la circulation. Ouais. Ils sortent des hautes herbes, ils viennent, ils attaquent quelques véhicules et ils fuient systématiquement. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et l'armée est en train de les répondre avec efficacité. Merci. Idrissa Memeta, vous venez de nous rejoindre. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien. Nous étions déjà sur la première question. Donc, Thomas Sankara a donné d'abord des informations fraîches, lui qui nous vient directement de Caille. Il y a à peine 48 heures de cela, des informations fraîches du terrain. Ibou aussi a pu analyser, c'est-à-dire même l'expression blocus utilisée, c'est même pas un blocus en tant que tel. Et surtout, le manque de carburant, ça fait beaucoup plus de mal aux terroristes plutôt qu'aux populations. Idrissa Memeta, est-ce que les terroristes n'ont pas creusé peut-être leur tombe en s'aventurant, en osant parler, essayer de bloquer en tout cas une route? Le trajet Caille-Bamako, c'est 614 km. Est-ce qu'ils ont même les moyens de tenter ce qu'ils ont essayé? Merci beaucoup. Et déjà, toutes mes excuses pour ce petit retard. J'étais en train de faire un enregistrement. Allez-y. Je vais commencer par insister sur l'expression perturbation. Oui. Parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment pas un blocus, mais c'était une perturbation du trafic. Ok. Si vous vous rappelez, en 2013, le même scénario avait été utilisé. En 2013,
ils ont orienté les terroristes sur Bamako. France 24, RFI et autres là sont rentrés dans la danse pour terroriser la population, forcer le Mali à leur faire appel, forcer la soi-disant communauté internationale à accepter leur plan. Et plus tard, c'est sur France 2 qu'ils ont fait un documentaire dans lequel ils disent qu'en réalité, les terroristes n'avaient ni la capacité ni la volonté de foncer sur Bamako, parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc en réalité, c'était quoi l'objectif de l'opération? C'était de s'aimer la terreur, faire peur à tout le monde et pousser la population à accepter les interventions étrangères ou même à solliciter l'intervention étrangère. Commencer l'occupation du Commencer. Et c'est comme ça que Serval est venu plus tard. Nous savons ce qui s'est passé après. En 2025, c'est la même opération qui continue. Comme le terrorisme, l'expression, ça veut tout simplement dire terroriser, faire peur. La terreur. Voilà, semer la terreur pour pouvoir en tirer un avantage politique ou économique plus tard. Le mercredi, ils ont annoncé qu'ils vont occuper la route de Kaï, la route de Nioro. Et comme le grand frère Iboussi disait, il y a beaucoup qui ont pris le relais avec des images qui ont été sorties de leur contexte. Il y a bien sûr eu, je pense, il y a un car qui a été brûlé, il y a d'autres véhicules qui ont été brûlés. Mais il y a d'autres images qui ont été utilisées pour amplifier l'opération. Et il y a des images qui datent d'au moins 1 mois ou 2 mois où l'armée était en opération sur la route de Ségou. Ils ont fait arrêter le trafic en attendant que les opérations se terminent et ça a créé de l'embouteillage. Ils ont pris cette image-là aussi pour ajouter à ça, pour dire voilà, la route de Ségou est bloquée. Et lors de cette opération, l'armée a même pas neutralisé, capturé 6 terroristes vivants. Lors de cette opération. Mais vous voyez comment est-ce que les médias hostiles sont capables de transformer notre victoire en défaite. Ils ont pris ça pour montrer comme si la route de Ségou aussi a été coupée. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y a 2 ou 3 éléments qui peuvent venir avec les visages masqués. Ils sortent de la forêt, ils arrêtent les voitures pendant 5 ou 10 minutes en attendant que les forces soient là et ils disparaissent. Et vous savez, si on fait arrêter les véhicules pendant 5 ou 6 minutes, ça va forcément créer du bouchon. Et il y a ceux qui sont là pour filmer, ceux qui sont là pour partager. Et ils ont utilisé ces images-là pour inonder les réseaux. Et France 24, RFI et autres là ont pris le relais avec le narratif que nous connaissons tous, bloqué sur Kayi, bloqué sur Nioro. Mais depuis samedi, l'armée a fait une opération pour aller libérer des otages qui avaient été pris par des terroristes. Jusqu'à maintenant, aucune de ces chaînes n'ont parlé de cela. Personne. Ils font comme s'ils n'ont pas vu. Parce que ça n'arrange pas leur version. Ok. Ça n'arrange pas leur version. Effectivement, vous dites chaque fois, ils ont inversé, ils essaient d'inverser un peu notre victoire en défaite et autres, ils sont dans la manipulation. Il s'agit de qui? Qui est derrière cette manipulation même? C'est un ensemble, vous savez. Il y a beaucoup de personnes qui sont derrière. Il y a déjà, la France est derrière ça, tout le monde le sait. À travers la DGSE. Voilà, à travers la DGSE, à travers France 24, à travers RFI. Il y a également ceux qui sont parmi nous, qu'on ne les connaisse pas forcément, qu'on ne connaît pas leur visage, ni leurs intentions quand ils sont avec nous, mais c'est quand ils ne sont pas avec nous qu'ils étalent leurs intentions. Par exemple, l'autre jour sur la route de Ségou, si je ne me trompe pas, c'était le dimanche, sur la route de Ségou, vers 5 h du matin comme ça, il y a 2 ou 3 personnes qui sont sorties de la forêt pour arrêter les voitures. Et dès que l'armée a commencé à faire du mouvement, ils ont fui. Donc ça veut tout simplement dire qu'il y a quelqu'un qui leur a donné l'information que l'armée arrive. Deuxièmement, vous avez vu une image où il y a 3 ou 4 personnes qui sont arrêtées devant un bus. Ils sont en train de dire, bon voilà, nous avons bloqué cette route-là, nous attendons tout le monde, nous attendons l'armée. Mais quand l'armée est venue, ils n'étaient pas là. Pourquoi ils masquent leur visage? Pourquoi ils masquent leur visage? Et pourtant, Yada Galé, on le connaît. Amadou Koufa, on le connaît. Les autres sur le terrain, on le connaît. Pourquoi ils masquent le visage? Parce que s'ils ne masquent pas le visage, peut-être c'est des gens qui sont parmi nous, qui sont identifiables,
Souvent, ce sont des gens qui sont parmi nous, que nous ne pensons même pas et nous n'imaginons même pas que ces gens-là peuvent jouer ce rôle-là. Donc voilà, c'est une guerre qu'on appelle asymétrique, c'est très compliqué. Souvent, on ne sait même pas qui est l'ennemi. Il peut passer la nuit avec nous, déjeuner ou même dîner avec nous. 30 minutes plus tard, il est terroriste. Vous voyez à quel point la tâche est tellement compliquée pour combattre ces genres de personnes-là. Donc vous voyez, un système comme ça, et la réponse de l'armée, vous avez vu, depuis samedi jusqu'à maintenant, il y a plusieurs terroristes qui ont été neutralisés. Certains ont été capturés, d'autres arrêtés. Et aucune route, aucun axe n'a été bloqué. Il y a eu des perturbations. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est quoi? Je pense que on peut même en tirer bénéfice. Ou même, ça nous a profité, comme tu disais. Avant, les militaires partaient en opération. Oui. Il y avait des opérations, il y avait des patrouilles qui sortaient concernant telle localité ou telle localité. Mais aujourd'hui, c'est tout. C'est toutes les routes nationales aujourd'hui. Il y a des opérations sur cette route nationale-là aujourd'hui. Alors, à un moment donné, on attendait 20 terroristes sont passés par-ci, 10 terroristes sont passés par-ci. Et tant qu'il y aura opération sur ces axes-là, les terroristes seront bloqués dans leur cachette. Et ça va même donner, ou bien même, ça va même faciliter les opérations offensives qui sont en cours. Parce qu'ils ne pourront plus se déplacer comme ils veulent. Et surtout, ils ne pourront plus se déplacer pour aller porter secours à d'autres terroristes qui sont en opération. Donc, cette opération, le fait même qu'ils ont tenté de bloquer les routes, ça va se retourner contre eux. Parce que cette opération générale qui est lancée maintenant ne va pas s'arrêter. Va pas s'arrêter. Et ce qui va faire que les terroristes auront du mal à se ravitailler. Ils auront du mal à se déplacer. Leurs cachettes vont être détruites. Et au finish, c'est eux qui vont être au finish détruits. Et encore mieux encore, les populations vont se souder derrière, en tout cas, surtout, les autorités. Les populations vont se souder. Surtout, il y a beaucoup vont se découvrir. Parce que si vous avez remarqué, à chaque obstacle, il y a des gens qui étaient là parmi nous, qui se faisaient passer pour des gens qui aimaient le pays, qui parlaient pour le pays, qui se battaient pour le pays. Et à chaque obstacle ou à chaque difficulté, ils se découvrent. Ils montrent leur vrai visage. Oui. Le samedi, tout près, l'opération qui était lancée pour faire le faux communiqué qui a été attribué à l'armée. En faisant le checking, facilement on se rend compte que c'est un Malien qui était là, qui a même bénéficié des trucs de l'État, qui a fui le pays et qui se met aujourd'hui à fabriquer, ou bien qui se met aujourd'hui à faire ce genre de montage. Et d'autres qui croyaient que ce blocus va faire tomber, va faire chuter le régime, ont commencé à jubiler. Vous voyez? Donc, grâce à ça, nous allons également connaître l'intention, découvrir les vrais visages de beaucoup de personnes. Maintenant, permettez-moi d'insister sur un point. Vous savez, aujourd'hui, au Mali, il ne peut pas y avoir deux camps. Il ne peut pas y avoir deux camps. Soit tu es avec les terroristes, soit tu es avec l'État. Si tu es avec les terroristes, tu les aides, tu fais leur communication. Si tu es avec ton pays, tu es ton pays, tu fais la communication qui arrange ton pays. J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui sont là. Ils ne condamnent jamais la vidéo du gars qui est sorti le mercredi. Les terreurs là. Ils n'ont jamais condamné les bus brûlés. Ils n'ont jamais condamné les sternes brûlés. Ils n'ont jamais condamné ces actes des terroristes. Mais ils condamnent quoi? Ils s'agitent contre quoi? Ceux qui se lèvent pour encourager et motiver l'armée sur le terrain. C'est ces gens-là qu'ils essaient de combattre. Au nom de quoi? Donc, nous sommes à un moment où il n'est plus permis, ou bien il ne doit pas être permis qu'un Malien puisse avoir une position nuancée dans la lutte contre le terrorisme. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Aux États-Unis, quand il y a eu le 11 septembre, tout le monde s'est mis derrière Bush. Et ça lui a même permis d'aller en Irak, Afghanistan et autres là. Quand il y a eu Charlie Hebdo en France, vous avez vu des chefs d'État africains qui étaient en Afrique ici, aller marcher, main dans la main. Ils disaient qu'ils sont Charlie. Oui, main dans la main, là-bas. Il n'y avait pas d'opposition là-bas. Il n'y avait pas des gens qui n'aimaient pas le mode de gouvernance là-bas. Ouais, il y en avait. Mais quand les terroristes ont attaqué,
Tout le monde s'est mis ensemble pour répondre, pour combattre ces terroristes. Et ce qu'on remarque au Mali ici, quand les terroristes attaquent, au lieu de condamner les terroristes, on ne condamne pas les terroristes, ils ne combattent pas les terroristes, ils essaient de freiner ceux qui combattent les terroristes. Il va falloir à un moment donné, il va falloir que cela cesse. Oui. Si tu ne peux pas, si tu as peur, de faire face au terrorisme, si tu as peur d'écrire quelque chose, ou bien dire quelque chose qui peut frustrer les terroristes, tais-toi. Mais ne venez pas nous dire que pendant que les terroristes nous attaquent, pendant que les terroristes essaient d'imposer leur narratif, nous qui sommes là pour déconstruire ces narratifs, nous ne pouvons pas accepter que tu viennes t'attaquer à ces personnes-là. Ok. Ça, c'est comme tu es en train de priver l'État de son arme, et aller donner de l'autre côté aux terroristes d'autres armes. Cela ne doit pas passer. Ok, merci beaucoup Drissa pour cette brillante analyse. Koura Iboussi, je reviens vers vous. Les terroristes, généralement, ils ont certains outils avec eux, des drones, ils ont certaines choses. Nous savons qu'aucun pays voisin du Mali ne fabrique pour le moment des drones. D'où viennent ces drones, d'où viennent ces équipements, leur financement, autres. Forcément, il y a des pays tout autour de nous qui sont impliqués. Quels sont les rôles des pays voisins dans le cadre de cette agression terroriste? Bon, en fait, d'abord, qui fabrique ces drones-là, qui les fait? Comme tu l'as si bien dit, ce n'est pas les pays voisins. Ceux qui les font, c'est du moins ceux qui les achètent, qui les font parvenir ici. Parce que là où ils les fabriquent, ils peuvent les fabriquer un peu partout dans le monde. Ouais, c'est à vocation civile quand c'est fabriqué, voilà. Mais c'est transformé après au monde des grenades et autres. Voilà. On sait qu'il y a beaucoup de drones qui ont été achetés dans le but de les orienter vers l'Ukraine. Beaucoup de drones ont été achetés, beaucoup d'armes. En fait, ils ont trouvé des excuses. Ils ont dit non, écoutez, ces drones, ces armes-là, c'est pour l'Ukraine. Mais après, c'est des armes qui viennent se retrouver chez nous ici dans le Sahel, pour supporter les terreaux, parce que voilà, c'est comme ça. Et qui est derrière cela? Principalement, les premiers responsables, c'est la Direction générale de la sécurité extérieure française, la DGSE. C'est eux qui le font, avec la bénédiction du pouvoir de Macron, Emmanuel Macron, tout simplement parce qu'ils ont perdu leur influence ici, chez nous, dans le Sahel, notamment au Mali et dans la US. Voilà, c'est aussi simple que cela. On leur a dit, on n'est plus dans les histoires d'influence. Donc c'est là que peut-être on trouve le fort soutien d'Emmanuel Macron à Zelensky. Ah oui, bien sûr, il ne veut pas lâcher l'affaire. Et c'est là où les gens vont comprendre pourquoi est-ce que Macron ne veut pas que cette guerre finisse. Pendant que Trump, il essaie de faire les efforts, d'autres font des efforts pour que la guerre finisse. Même Poutine, le président Poutine, fait des efforts pour que ça puisse finir, etc. Mais Macron ne veut pas, parce qu'à travers cette guerre-là, eh bien, il arrive à fournir beaucoup d'équipements militaires à ces terreaux qui sont en train de faire leur affaire ici. Voilà. Et puis derrière la France, il y a l'Union européenne qui est derrière aussi. Il y a quelques pays de l'Union européenne qui sont là, vous allez constater qu'ils ne condamnent pas, ils ne condamnent pas du tout. Et puis c'est des gens qui restent rangés derrière la France dans cela, parce qu'ils espèrent que la France va pouvoir avoir le dessus chez nous. Une fois que la France a le dessus, ben, eux, c'est une occasion de venir gratter un petit peu derrière la France, comme ils avaient fait parce que la France leur sert de cheval de Troie. Lorsque la France elle arrive à rentrer, à casser tout, et qu'elle est maître dans nos pays, eh bien, les pays de l'Union européenne suivent derrière. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est leur technique. Alors c'est cela principalement. Et c'est leur objectif. Leur objectif, c'est de semer les chaos ici pour continuer à mener, à continuer à être influents chez nous ici. Alors qu'on leur a dit que nous ne sommes plus dans les histoires d'influence, mais on est dans le partenariat. On est dans le partenariat, on n'est plus dans les histoires d'influence. Ça, c'est terminé. Donc, principalement, c'est cela. Maintenant, quel est le rôle que ces pays voisins peuvent jouer? Oui, de certains pays voisins. De certains pays voisins. C'est que ces pays voisins facilitent l'introduction de ces armes chez nous. Simplement. Ils ferment les yeux. Ils font non, je n'ai rien vu. Allez, passe, oust. Et ça passe, ça vient chez nous. Ils facilitent cela parce que ces pays continuent à être influencés par la France. Ils sont sous l'influence de la France. Et ils font l'affaire de la France. Ils font l'affaire de la France parce qu'ils se disent, bon, écoutez, en faisant l'affaire de la France, écoutez, nous aussi, étant chez nous, on peut faire ce qu'on veut. Parce que la France, elle a toujours dirigé comme ça dans ses anciennes colonies. C'était laisser carte blanche aux dirigeants. Donc, les dirigeants et les dignitaires, les hauts dignitaires du pays font tout ce qu'ils veulent. Corruption, tout ça, ils font tout ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de problème. Ils trafiquent les élections, etc.
On les laisse faire ce qu'ils veulent, mais voilà, la France leur apporte son soutien pour que ceux-ci aussi puissent apporter leur soutien à la France lorsque la France a besoin d'eux quelque part. Donc, principalement, il y a quelques pays voisins qui se laissent traverser, et ils laissent passer, ils sont transparents, tout passe, c'est les équipements militaires qui viennent pour les terreaux. Et d'ailleurs, même les terreaux sont chez eux. Lorsqu'ils sont expulsés, chassés de notre pays... Quand vous parlez de quel pays voisin? Oui, la Mauritanie. Déjà, la Mauritanie, c'est très clair. La Mauritanie, c'est très clair qu'elle joue un rôle qu'elle sait elle-même. Hein. On sait que les terreaux viennent de chez elle, ils vont là-bas, hein, ils y vont, ils font des va-et-vient, etc. Il n'y aurait zéro pas de la Mauritanie. Ah oui, non. C'est-à-dire, c'est clair qu'ils viennent de là-bas, ils y vont, ils font des va-et-vient. D'ailleurs, lorsqu'on a bloqué le carburant, les livraisons de carburant dans toutes ces zones du Nord du Sahel, un peu de Caille, etc., ça leur a fait mal, ça a beaucoup fait mal. Et ça a beaucoup fait mal aux terreaux parce que maintenant, ils sont obligés d'aller sur le territoire mauritanien, loin devant, pour aller se ravitailler. Donc maintenant, ce qui fait que vous allez voir maintenant qu'il y a des stations d'essence qui sont en train de pousser comme des champignons de l'autre côté de la frontière pour essayer de se rapprocher d'eux. Et je vais parler d'un autre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara aussi joue un rôle qui n'est pas très sympa. Pourquoi? Parce que dans une émission du Burkina Faso, nous avons vu, dans un reportage de 52 minutes à peu près, on a vu que les fantassins burkinabés, donc l'armée burkinabé, a pourchassé les terreaux jusqu'au niveau de la frontière ivoirienne. Jusqu'à la frontière ivoirienne. Et les terreaux ont traversé pour aller sur le territoire ivoirien. Et ils étaient là-bas. Et les militaires burkinabés les voyaient. Ils se sont arrêtés à la frontière. Ils sont arrêtés. Il y avait un cours d'eau qui passait. On les regardait, on les voyait. Certains faisaient la cuisine, etc. Ils étaient là-bas. Donc c'est quand même dommage qu'un pays frère comme ça, comme la Côte d'Ivoire, à ce moment crucial de l'histoire du Burkina Faso, que leur armée ne puisse pas venir aux frontières au même moment pour essayer de neutraliser ces gens-là. Donc, quand on voit les choses comme ça, et c'est des images qui le sous-tendent, on a vu cela, donc on se pose des questions. On se dit, mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais réagissez, bon sang. Donc, on se pose des questions. Voilà. Merci. Thomas Sangara, tu as quelque chose à ajouter? Des pays voisins impliqués dans le cadre de ces grands complots, vastes complots de déstabilisation contre le Mali? Bien évidemment, et en général, il faut comprendre que, comme le grand frère vient de le souligner, en réalité, ces pays voisins, plus précisément comme nous, on ne part pas avec le dos de la cuillère. Allez-y. La Mauritanie, l'Algérie et la Côte d'Ivoire, alors ont un rôle très négatif. Alors, dans cette guerre qui est au Mali. En réalité, surtout, la Mauritanie, c'est un pays qui héberge et qui soigne les terroristes. Caille n'est pas loin de la Mauritanie d'ailleurs. Caille, c'est très proche de la Mauritanie. Tout comme Nioro. Tout comme Nioro. Djema et autres. Djema et consorts. Donc, on a des kilomètres, alors qui nous séparent. Donc, ce qui fait que, alors, les terroristes sont ravitaillés en carburant, les terroristes sont ravitaillés en armes à travers, la Mauritanie. Donc, il faut que, alors, les dispositions soient prises pour que, en réalité, tout cela cesse. Mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, comme le grand frère toujours il a dit, c'est des régimes qui sont adossés à l'impérialisme français. Des régimes qui sont entretenus par l'impérialisme français. Donc, ils sont là pour exécuter les ordres alors du pouvoir d'Emmanuel Macron. Donc, alors on sait qu'aujourd'hui, le Mali est à couteau tiré avec les autorités françaises. Donc, tout ce qui fait mal au pouvoir en place au Mali ici, alors est entretenu et soutenu par le pouvoir de vieux Ouattara. Ok. Mais maintenant, entre voisins, on ne devait pas arriver jusqu'à ce niveau. Normalement, les voisins doivent être gages de sécurité et non pas d'insécurité. Pourquoi? Bon, ça c'est entre voisins. Comme nous ne sommes pas dans une histoire de voisins, nous sommes dans une histoire de pays. Oui. Je parle de pays voisins. Non, j'ai compris. C'est une histoire de pays. Oui. Et vous savez, il y a une remarque qui
qui doit interpeller tout le monde. C'est quoi? Le terrorisme n'a jamais eu autant de soutien que maintenant. Oui. C'est maintenant qu'on remarque que il y a des pays, de façon décomplexée, à visage découvert, apportent leur soutien aux groupes terroristes. Des chaînes de télé, se disant internationales, donnent la parole aux chefs terroristes, font passer des éléments des groupes terroristes et souvent même, je ne dirais même pas souvent, et la plupart du temps reprennent les narratifs des terroristes. Quand on recule un peu 10 ans en arrière, ça ne se faisait pas. Aussi Les terroristes qui nous combattent aujourd'hui bénéficient de 100 fois ou bien 1000 fois plus de soutien que Al-Qaïda qui faisait face aux États-Unis, que même État islamique qui faisait face, comment dire là, la Syrie, voilà la Syrie et autour là. Donc là, tu dois comprendre beaucoup de choses. Donc est-ce que le combat que nous menons aujourd'hui, est-ce que c'est juste une lutte contre le terrorisme ou bien une lutte d'influence ou même du néocolonialisme? Parce que si c'est le combat contre le terrorisme que nous sommes en train de mener et qu'il y a des gens qui sont reconnus internationalement comme terroristes, par exemple le Djinim, c'est un groupe qui est internationalement reconnu comme un groupe terroriste. La preuve, dans les rapports des Nations Unies, le Djinim est mentionné comme un groupe terroriste. Et ce groupe terroriste Djinim aujourd'hui trouve de l'espace en Mauritanie pour se soigner, s'implanter, s'armer et même s'entraîner. On parle d'impact de non-agression entre Al-Qaïda et puis la Mauritanie. Non, ça c'est... De 2010. Je comprends, on parle des principes d'abord. C'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes victimes. À quel point nous sommes victimes, quoi. Oui, ce que je voulais dire pour vous appuyer un peu, est-ce la Mauritanie, est-ce qu'il est normal qu'un État signe un pacte de non-agression avec des groupes armés terroristes? Ils vont nier, mais l'évidence c'est quoi? Nous avons vu dans le documentaire de Arte, oui, un terroriste qui va causer avec sa femme de l'autre côté, là-bas en Mauritanie. Il se repose là-bas. Ensuite, il revient sur le terrain au Mali pour nous combattre. Une journaliste française. Et voilà. Et une journaliste française l'accompagne. Et ils traversent de façon frauduleuse la frontière. Et souvent, ils se font passer pour des bergers contre le Mali, contre l'AES. Et Al Jazeera d'ailleurs aussi avait apporté une preuve. Al Jazeera où Oui. des touristes partaient se faire soigner en Mauritanie. Oui, oui, après l'attaque de Léry. On a vu ces images-là. Donc aujourd'hui, le soutien que ces gens-là bénéficient, c'est un soutien qui est affiché, qui est connu de tout le monde. C'est là aussi, tu vas comprendre que le monde est faux. Le monde est faux. Très faux. Très faux. Et nous, qui devons bénéficier du soutien, du sympathie internationale, nous sommes devenus la risée. Pourquoi? Parce que ils envoient des gens nous attaquer, ils les appuient, ils les financent. Quand ces gens-là nous attaquent, et parce qu'ils pensent que nous allons tomber, et que quand nous ne tombons pas, c'est eux qui reviennent encore pour se moquer de nous. Ah, il vous a fait du mal, hein? Nous sommes dans quel monde général? Du côté de l'Algérie, et après la bataille de Kidal, les chefs terroristes se pavanent en Algérie. Ils se font filmer en Algérie. L'autre jour là, ils ont même mis en place un truc là-bas de l'autre de Tinzaouaten, Mauritanie, et Tinzaouaten, Algérie. Au vu aussi de tout le monde. Quand on veut les abattre, Algérie s'élève pour venir abattre notre drone pour les protéger. Et dire que nous avons des mercenaires chez nous. Donc dis-moi, quel pays au monde a autant fait face au terrorisme plus que nous, dans le monde, dans l'histoire même du monde? Ça n'a pas existé. Et quel pays a pu résister face à de tels assauts dans le monde entier? Ça n'a pas existé. La dégestion française, l'Algérie, l'Ukraine. Et qui parle de l'Ukraine parle de quelques bras de l'OTAN. Surtout les 26 volontaires de l'Union européenne. Voilà. Bon, c'est des volontaires... les belliqués. Voilà, des volontaires qui ne s'entendent pas.
Voilà. Donc nous faisons face à ça. Et il est clair et évident aujourd'hui que la Mauritanie joue le jeu des terroristes. L'Algérie joue le jeu des terroristes. Le grand frère vient de parler tout de suite du cas de la Côte d'Ivoire. Les chameaux. Et quand les terroristes traversent, ils vont là-bas, ils s'assoient, ils s'entraînent, ensuite ils reviennent nous attaquer. Quand ces terroristes-là nous attaquent, des médias installés là-bas, des influenceurs installés là-bas, rentrent aussi dans la danse pour nous attaquer aussi. Certains blogueurs ont été formés là-bas. Oui, vous entretenez des terroristes, vous faites leur communication. Quand ces terroristes nous attaquent, c'est vous qui venez vous moquer de nous. Est-ce que vous imaginez un peu ce qui se passe? Et le Mali, le Burkina et le Niger font face à ça. Là où les grandes puissances n'ont pas pu résister, nous faisons face à ça. Et c'est là où le peuple de l'AES doit comprendre, doubler de vigilance et être fier de lui-même, le peuple de l'AES. Parce qu'aujourd'hui, nous ne bénéficions pas de ce que bénéficie l'Ukraine aujourd'hui. Vous voyez, des centaines de milliards, on envoie là-bas. Des centaines de milliards ont été envoyés de l'autre côté de la Mauritanie par l'Union européenne. Je sais qu'à la base, il y a tous ces trucs-là dedans. L'Algérie aussi bénéficie de beaucoup de choses. Mais nous... 300, les États-Unis parlent de 300 milliards de dollars. Voilà. Mais nous nous débrouillons ici avec notre maigre moyen. Et nous arrivons à tenir les grandes villes. Nous arrivons à tenir les axes. Et nous arrivons à éliminer et à détruire les bases des terroristes. Quand même. C'est du boulot, hein? Oui. C'est du boulot. Et ce boulot mérite d'être encouragé. Et l'alternative, c'est quoi? L'alternative, c'est quoi, général? Il va falloir qu'on en parle. L'alternative, c'est quoi? C'est d'aller négocier avec des terroristes, se mettre d'accord avec des terroristes. Qui dit se mettre d'accord avec ces terroristes-là? C'est se mettre d'accord avec l'impérialiste. Lui dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, nous allons tout partager. Nous acceptons ce que vous voulez. Nous allons retourner dans notre case et nous allons continuer à survivre avec sans emploi, sans sécurité, ni rien quoi. Non, mais et même là encore, et même là encore, je m'excuse d'interrompre, même si on continuait avec eux en leur disant, écoutez, monsieur Macron, c'est bon, venez, Bamako est là, on déroule le tapis rouge, l'Union européenne, venez, le Mali, c'est pour vous, partagez, prenez tout ce que vous voulez. Et même là encore, ils ne vous laissent pas parce qu'on a eu la preuve avec des chefs d'État maliens qui étaient avec eux, qui s'entendaient bien avec eux. Oui. On a vu, ils n'ont pas laissé ATT tranquille. Oui, c'est ils ça. n'ont pas laissé IBK tranquille. Moi, je me rappelle lorsqu'on manifestait devant l'ambassade de France, le président IBK, personnellement, il disait, écoutez, arrêtez de faire cela, ne mordez pas la main qui vous donne à manger, etc. Donc, c'était quelqu'un qui était vraiment avec eux, il s'entendait bien avec l'international socialisme, etc., Hollande, etc. Qui aimait bien parler français. Ils s'aimaient bien, voilà. Et puis, ils ont été charriés ensemble, etc. Mais, malgré ça, ils n'ont pas laissé IBK. C'est ça le problème avec l'impérialisme. C'est que quand tu fais leur affaire, ils ne te laissent pas. Tu ne fais pas leur affaire, ils ne te laissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combattre. Il faut résister. Exactement, il faut se battre. Parce que l'alternative, c'est quoi? À un moment donné, nous allons disparaître quoi? À un moment donné, nous allons disparaître. Vous voyez aujourd'hui, tous ces problèmes-là qu'ils ont aujourd'hui, ils ont des problèmes d'économie, ils ont beaucoup de problèmes. On va leur donner notre ressource naturelle, nous allons continuer de nous battre ici. C'est la faute à Iboussi, Iboussi va dire non, c'est la faute à Assimi, Assimi va dire non, c'est pas la faute à moi, c'est la faute. On va continuer de se battre entre nous ici. Pendant ce temps, ils vont amener toutes les ressources naturelles chez eux. Et à un moment donné, quelqu'un qui est mécontent va encore prendre des armes, dire bon, je vais rentrer dans la rébellion parce que ma région n'est pas développée. C'est ce cycle infernal-là qui est l'alternative. Et ce qui est grave, Driss. Très grave même, parce que ça amène à notre disparition. Alors, pour éviter ça, il va falloir qu'on maintienne ça, cette dynamique-là. Il va falloir qu'on maintienne ça, qu'on accepte de souffrir, qu'on accepte même s'il le faut de mourir pour nous libérer une bonne fois pour toutes. Ok. Thomas Sankara, aujourd'hui, les besoins du côté de la France, leur dette est haute, ça dépasse l'entendement. Il n'y a aucun pays. Ça dit, même si aujourd'hui on mettait toute l'Afrique entre les mains de la France, ça ne va pas suffire pour couvrir toutes leurs dépenses hautes. C'est des gens qui ont atteint un niveau où c'est vraiment le déclin. On ne peut rien faire pour eux. Au même moment, nous voyons que certains Africains commettent l'erreur de vouloir, en tout cas, être des piliers d'une maison qui est en train de s'écrouler. Ce n'est pas facile.
Nous, aujourd'hui, Thomas Sankara, vous qui avez pour mentor, c'est guide, c'est révolutionnaire du Burkina Faso, qui est notre mentor à nous tous quand même, ça il faut le noter. Qu'est-ce que les peuples de l'Est doivent faire? Principalement les populations du Mali. C'est quoi notre devoir? Parce que généralement, les gens parlent de leurs droits, mais quand la patrie est agressée, le pays est menacé par des terroristes, des mercenaires venant de tous les horizons, de toutes les parts, que doit faire chaque Malien pour sauver la patrie? Le général, bonsoir à tout le monde et bonjour selon la position géographique de tout un chacun. On a l'habitude de nous dire que, avant de poser la question qu'est-ce que mon pays a fait pour moi, il faut se poser la question qu'est-ce que je fais pour mon pays, Ouais, quel est mon devoir c'est clair. pour mon pays. Parce que ce pays nous a vu naître. Nous avons été à l'école à 0 francs. Jusqu'à l'université, d'ailleurs, on nous payait. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Quel est notre rôle pour la stabilité? Quel est notre rôle dans ce combat contre l'impérialisme? Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre contre le capitalisme, contre l'impérialisme. Et pour reprendre cette expression de Mao Tse-tung, il dit que la révolution n'est pas un dîner de gala. La révolution, n'est pas une œuvre littéraire. La révolution, c'est une violence par laquelle une classe en renverse une autre. Donc voilà, on renverser l'impérialisme français alors. C'est un impératif absolu. Nous devons tout faire pour renverser l'impérialisme français. C'est ça le salut. Aucune négociation, aucune prétendue négociation, aucune soumission ne va sauver le peuple de l'AIS. Ce qui peut nous sauver, ça c'est cette bataille. La dernière grande bataille contre l'impérialisme est en train de se livrer dans le Sahel. Et cette bataille, nous allons la gagner. Avec l'aide de nos populations. Les populations doivent se sentir concernées par cette situation et chacun à son niveau doit se considérer comme un militaire, comme un soldat. Que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois jeune, que tu sois vieux, nous devons tous nous lever pour combattre l'impérialisme à travers leurs représentants qui sont chez nous ici, qui est le terrorisme. Merci beaucoup. Et sans ça, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de paix pour nous. Aucune autre issue possible. Aucune autre issue. Il faut la bataille. Juste, général, moi, j'aimerais revenir Lui, juste... il a vraiment un ton guerrier. Non, martial. Ah, ok. Et c'est ça, martial. Ok. Non, en fait, moi, j'aimerais revenir sur juste une partie que tu as évoquée tout à l'heure, qui est très intéressante, par rapport à la Mauritanie. Le fait que tu as parlé du pacte qu'il y a entre la Mauritanie depuis 2010. Ça a été d'ailleurs révélé par des documents qu'on a pris sur Ben Laden. Exactement. C'est très important. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est important que les gens comprennent que ce n'est pas le général qui le dit, ce n'est pas Iboussi qui le dit, ce n'est pas Thomas Sankara ni Mementa qui le dit, mais c'est la presse qui l'a dit. C'est important que les gens le sachent pour l'histoire. C'est la presse qui l'a dit. Surtout la presse américaine. Hein. La presse américaine, de manière très formelle, que dans les mémoires de Ben Laden, eh bien, ils ont retrouvé des documents dans lesquels il y avait un pacte qui a été fait entre la Mauritanie et Al-Qaïda. C'est important, pourquoi? Parce que il faut que les gens sachent, parce qu'après les gens ne faut pas qu'ils disent ouais, sur le plateau du général ils ont accusé ceci, ils ont accusé... Non, c'est la presse qui l'a dit, qui ont parlé. Effectivement, on parle, la presse américaine qui parle, qui dit que dans les mémoires de Ben Laden, on a retrouvé des écrits dans lesquels il y avait un pacte de non-agression entre la Mauritanie et voilà. Et puis toujours en parlant de pacte de non-agression, mais il y a des pactes de non-agression entre ces gens-là et beaucoup d'autres pays dans la sous-région. Regardez, général, souvent on oublie que
ces gens-là n'attaquent pas certains pays voisins. Ouattara- Ils ne les touchent pas. Oui. Ils ne les touchent pas. On oublie ça parfois parce qu'on est tellement à l'intérieur dans la chose même, dans le terrorisme, dans ce combat, qu'on oublie même des fois que ces gens, écoutez, c'est des terroristes qui choisissent de frapper là où ils veulent. Quand ils quittent la Côte d'Ivoire, ils saluent les gens, ils les saluent, ils sont sympas avec les gens. Ils regardent la frontière. Ah, attendez, je viens de rentrer au Burkina. Tout ce que je vois, tous les gens que je vais voir, je vais les tuer. Bon, d'accord. Quand je quitte le Burkina, quand je quitte la Côte d'Ivoire, lorsque j'arrive au Mali, attendez, je regarde la frontière. Ah, c'est la frontière ici. Donc, de ce côté, je ne touche personne. De l'autre côté, je vais bombarder. En Mauritanie, c'est comme ça. Quand ils quittent la Mauritanie, sur le sol mauritanien, la journaliste française, elle était avec eux, avec des terreaux. Ils ont quitté le sol mauritanien tranquillement, un camp de réfugiés, je crois, un truc comme ça. Ils sont venus, dès qu'ils arrivent au Mali, ah oui, c'est ici qu'il faut attaquer. Donc, on sent que c'est ça. En Algérie, c'est la même chose. Donc, il ne faudrait pas que les gens qui nous regardent aillent dire non, attendez, les Maliens, ils ont des problèmes. Ils sont en train d'accuser toujours les autres pays de tous les maux qu'ils ont ici. C'est pas ça, c'est pas qu'on accuse. C'est pas ça. C'est que c'est les gens qui choisissent les pays. Mais depuis quand un terroriste va choisir de frapper dans tel pays et pas dans l'autre pays? Depuis quand tu tiens compte de la frontière, des frontières? Un terreau ne tient pas compte des frontières. Non, je pense qu'il y a même l'ex-président burkinabé, c'était Kaboré ou quoi là. Il avait même dit, il a dit que quand il est venu au pouvoir, ces terroristes-là sont venus lui voir pour lui dire bon, c'est ça. Il y avait ça entre nous et Blaise, il nous avait promis ça. C'est ça. Et lorsque lui, il n'a pas accepté, oui. Il y a eu l'attaque de la terrasse, un truc comme ça, je crois, là-bas. Et puis il y a eu en 2015. Ils ont frappé Ouagadougou en 2015 parce que lui, il dit que lui, il n'est pas dans les histoires des accords qu'il y avait. Parce que tout le monde se rappelle que notre pays frère, qui est le Burkina Faso, avec Blaise Compaoré, tant que Blaise était là, ça allait bien. On ne frappait pas le Burkina Faso, on frappait le Mali, on frappait ailleurs, mais le sol burkinabé n'était pas frappé. Et lorsque Roch-Marc Christian Kaboré, il est venu au pouvoir, il a dit non, lui, il n'est pas dans ces genres de choses-là, les accords, je sais pas quoi. Et systématiquement, on a commencé à frapper les Burkinabés. Et de ce jour à aujourd'hui, on continue à frapper le Burkina. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est des pactes qu'il y a entre certains pays et ceux-ci. Voilà, ça, c'est juste une petite parenthèse. Ok. Memeta, entre-temps, le Mali a porté plainte quand même contre Alger, qui a sauvé certains chefs terroristes en détruisant les drones du Mali en territoire malien. Cela a-t-il son impact sur ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui? Bon, vous savez, premièrement, je me suis demandé, est-ce que c'est le fait que le Mali a porté plainte contre l'Algérie, est-ce que c'est la plainte qui a fait mal à l'Algérie ou bien c'est le 4 septembre qui a fait mal à l'Algérie, quoi? Parce que le 4 septembre, il y avait quand même un événement très important pour les autorités algériennes parce qu'ils voulaient profiter de cet événement-là pour se relancer et surtout Tebboune avait passé un moment sans être vu, il y avait beaucoup de polémiques autour et ils voulaient profiter de cet événement-là, inviter des chefs d'État, inviter d'autres personnes pour montrer un peu à l'opinion nationale et internationale, voilà, l'Algérie est là, l'Algérie est devant l'Union africaine, l'Algérie tout va bien et c'est ce 4 septembre-là que la plainte a été déposée au niveau de la Cour internationale de justice. Donc ça a fait capoter toute la communication qui devrait être faite autour de l'événement et au final c'est la plainte que les gens ont parlé. Ça fait très mal à l'Algérie. Parce que ce jour-là, il y avait Olusegun Obasanjo, Mamadou Youssoufou, le président mauritanien et d'autres personnes qui étaient en Algérie. Le président du Tchad. Voilà, le président du Tchad. Donc voilà. Au-delà de ça, la plainte proprement dite, je pense que le Mali a donné un message qui n'est pas un pays belliqueux, il n'est pas un pays va en guerre, ce n'est pas un pays qui viole les règles internationales comme ça. Et il fait face à quelqu'un qui s'en fout de la loi, qui s'en fout des règles internationales et surtout qui s'en fout du bon voisinage et qui s'en fout même des Nations Unies. Le Mali pouvait dire, ok d'accord, l'Algérie a abattu notre drone, nous allons attendre l'Algérie au tournant. Le Mali n'a pas fait ça. Comme nous sommes dans un monde civilisé, c'est les pays du monde qui se sont dit, quand il y a problème entre deux États, au lieu de régler ça avec la violence, venez ici. On va en parler ici, on va se mettre d'accord sur quelque chose, ça va éviter la guerre. Comme l'Algérie n'a pas fait ça, le Mali a dit, ok d'accord. Le Mali pouvait attendre l'Algérie au tournant, mais n'a pas fait ça. Il a dit, ok, d'accord, je vais saisir les instances internationales. Notamment la Cour internationale. La Cour internationale de justice.
qui va se prononcer sur ça. Premièrement, en termes d'image, en termes de communication, nous avons bâti l'Algérie. Parce que l'Algérie a décidé de venir au secours des terroristes. Le Mali se bat contre des terroristes, l'Algérie se bat contre le Mali qui se bat contre des terroristes. Et au lieu de rentrer dans son jeu, nous sommes partis du côté du Cour international de justice. Maintenant, soit l'Algérie vient, nous avons nos preuves, le monde saura ce qui se passe, soit l'Algérie ne vient pas, le monde saura également, l'Algérie s'en fout de la Cour internationale de justice. En tout cas, pour moi, en termes de communication, ça fait de fait. Maintenant, le reste, alors on va voir. Ok. Thomas, tu ajoutes quelque chose? Bon. D'abord, je remercie les autorités de la République du Mali pour, en tout cas, ce geste très fort. C'est un geste diplomatique qui a tout son sens. Comme l'a si bien dit le camarade Mementa, en réalité, ça vaut la peine de porter plainte contre l'Algérie devant la Cour internationale de justice. Parce que ce que l'Algérie a fait, en réalité, c'est une déclaration de guerre. Comme nous ne sommes pas un État barbare, nous ne sommes pas un État en guerre, alors on a décidé alors de marcher sur la voie de la diplomatie. Donc l'État algérien barbare? L'État algérien, avec Tebboune, c'est un État en réalité barbare. Ça, il faut le dire. Le Mali, historiquement, a toujours été aux côtés de l'Algérie pour le soutenir. D'ailleurs, sans ce soutien du Mali, l'Algérie parlerait aujourd'hui français parce qu'elle n'aura pas son indépendance. Donc, vu tout cela... Vous parlez de l'ingratitude alors? Mais l'ingratitude, c'est la seconde nature de l'actuel régime algérien. Je ne parle pas du peuple d'Algérie, mais du régime en question. Donc, si le Mali a opté pour la voie diplomatique, la voie judiciaire, je pense que c'est très salutaire. Alors, nous encourageons nos autorités à aller dans ce sens pour que plus jamais ce que l'Algérie a fait ne se répète. Ok. Kouraï Boussi, je ne sais pas si c'est là son poids sur le terrain, mais je vais enchaîner avec une question suivante. Peut-être tu auras le temps de rebondir peut-être sur la précédente. Que faut-il faire? L'Algérie, ça continue. Mais principalement, aujourd'hui, nous avons plus de 2000 km de frontières avec la Mauritanie. Et c'est vraiment un problème sérieux. Nous savons que le front en Ukraine s'étend sur 1200 km. Avec tous les moyens dont dispose la Russie et l'Ukraine, c'est 1200 km. Mais nous, aujourd'hui, nous battons sur une frontière de plus de 2200 km. Ce n'est pas mais sans faire. Pour un pays qui longtemps était dirigé, je sais pas, par des démocrates, donc un pays qui était endetté, donc qui a vu ses ressources être pillées par l'impérialisme français, que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Mauritanie cesse de soutenir ces groupes armés terroristes? Bon, en tout cas, le front est très grand. Nous avons un très grand front parce que déjà, entre la Mauritanie et nous, il y a 2300 km. Oui. 2000 quoi, c'est ça? 2200, 2300. L'Algérie, entre l'Algérie et nous, il y a 1300. Donc, quand on compte déjà 2200, 2300 et plus 1300, ça fait combien déjà? On est dans les 3000 et quelques kilomètres. 3600 comme ça. Voilà. Et lorsque on comptabilise aussi la frontière avec la Côte d'Ivoire aussi, je ne sais pas, je ne me rappelle pas exactement, mais je crois que c'est dans les 600 et quelques kilomètres. Donc, vous voyez, c'est extrêmement compliqué. C'est très compliqué pour le Mali. Le Mali, c'est un pays déjà qui est très grand, hein, 1 241 000 km². Et 238 km². Ah, voilà, c'est ça. Ne laissez pas le reste à l'Algérie. Voilà. Ou bien à la Mauritanie. Non. 200... On prend le 238. Voilà. 1 241 238. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, peut-être on va même ajouter. Voilà, on va même ajouter. Okay. Donc, du coup, ça fait que c'est pas facile, ce n'est pas simple pour nous. Parce que pour que les gens puissent avoir un ordre de grandeur, par exemple, une fois j'ai suivi des experts qui évaluaient la guerre qui a été faite en Afghanistan, la guerre que les Américains ont livrée aux Afghans. Et quand ils se sont rendus compte que l'Afghanistan, ça fait 600 000 km², le Mali est 2 fois plus grand que l'Afghanistan, et les Américains, avec tous les moyens du monde qu'ils ont, avec tout ce qu'ils ont, ils se sont battus là-bas. Il y avait même d'autres pays de l'OTAN qui les accompagnaient. Beaucoup d'autres pays de l'OTAN, et puis beaucoup de mercenaires aussi. Ils se sont battus là-bas pendant, je crois, 10 ans, un truc comme ça. 20 ans. 20 ans, voilà. Et pendant ces 20 ans-là, il y a eu plus de 100 000 hommes qui se sont relayés à tour de rôle, mais ils ont échoué.
ils ont échoué sur 600 000 km². Nous, on a le double ici, et c'est extrêmement difficile. Nous avons nos forces, nos partenaires, qu'on salue au passage, qui sont les partenaires sincères, ils ne sont pas comme les partenaires européens, notamment français, et c'est des gens intègres auxquels on fait confiance. Alors c'est extrêmement difficile pour que la Mauritanie cesse. Eh bien, déjà, à mon avis, l'État a déjà commencé. L'État a déjà commencé, le fait que déjà ils ont commencé à prendre des dispositions pour que les animaux ne puissent plus venir paître de part et d'autre, de part et d'autre, parce qu'il faut le dire, pendant les périodes sèches, les animaux, les dromadaires, etc., les chameaux, etc., et les chèvres, les moutons, quittent la Mauritanie pour venir paître chez nous ici au Mali. Déjà, donc pour éventuellement avoir plus de visibilité le long de la frontière, eh bien, l'État a déjà décidé que ce serait bien que chacun puisse garder ses animaux chez lui, afin que nous, la frontière, on puisse mieux la surveiller, Voilà. Déjà, ça, c'est un bon geste. Ça permet de voir mieux. Après, l'État est en train de faire des camps militaires dans toutes ces zones-là. Les camps militaires, parce qu'il faut remilitariser le Mali. Le Mali était un pays qui était assez militarisé autrefois, autant de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, etc. Mais après, malheureusement, pendant très longtemps, le Mali a été démilitarisé, même si ça n'a pas été dit comme ça. Donc, le fait de pouvoir de mettre des camps militaires, des postes de sécurité, etc., vont peut-être nous permettre de dissuader certains terreaux de passer par là-bas. Ce n'est pas facile. La diplomatie aussi joue son rôle. On ne sait pas. Peut-être que diplomatiquement, la Mauritanie va comprendre qu'à un moment donné, il faut aider ses frères maliens. Il ne faut pas laisser son territoire être traversé par les terreaux. Mais ça, ça va m'étonner. Ça va m'étonner parce qu'il bénéficie de tout. Il bénéficie. L'autre jour, le reportage qu'on a vu l'autre jour était très révélateur. Le reportage d'une journaliste française qui vient en Mauritanie. C'est une chaîne franco-allemande d'ailleurs. Oui, Arte. La chaîne Arte, elle est chaîne française et allemande. Elle est journaliste française, elle vient tranquillement en Mauritanie, dans un camp, et puis elle est avec les terreaux, et puis ils se déplacent, ils viennent chez nous en secret, et puis ils viennent voir des gens qui ont reçu... encourager même les terreaux qui veulent nous combattre. Mais oui, ils ont reçu des équipements militaires, des drones, etc. Et franchement, on sent que c'est ça. On peut pas dire que c'est faux. Parce que les gens qui vont nous regarder ne pourront pas dire qu'on invente. On n'invente pas. C'est un reportage qui est là, qui existe, qui a été fait dernièrement. Et la dame, elle rentre en secret sur notre territoire avec des terreaux, et puis voilà. Et c'est ça. Côté Algérie aussi, ça va m'étonner que l'Algérie aussi cesse d'apporter son soutien à ces soi-disant résistants. Parce que l'Algérie les appelle des résistants. Non, c'est des terroristes, c'est des mercenaires. C'est des terroristes qui sont là, qui sont en train de tuer des Maliens. Et l'Algérie les appelle des résistants. Donc, c'est une insulte. Voilà, c'est une insulte. L'autre jour, la réaction de Tebboune m'a étonné. Je m'excuse de le dire, mais je me suis demandé, mais ce président-là, est-ce qu'il a encore la tête ? Parce que quelqu'un qui a bombardé un de nos drones dans le but de protéger des terroristes, on n'a même pas encore fini avec ce problème-là, et il vient parler de certains projets qu'il a. Il dit non, lui, il a dimanche, lors de la foire, la foire internationale qu'il y a eu intra-africaine chez eux. Voilà, c'est ça. Il va dire que lui, il a un très grand projet pour les Maliens. Il veut faire un grand projet, il veut mettre mais en les place... Maliens, il n'appartient pas. Mais non, il dit qu'il a des projets avec nous, on ne sait pas. On dit on a des comptes à régler, tu ne veux pas régler ces comptes. Tu dis que tu as un grand projet, tu veux amener le train ici, de l'Algérie au Mali, de l'Algérie au Niger. Nous n'avons rien demandé. Tu veux amener du gaz, de l'énergie, tu veux amener ceci, tu veux faire les compagnies aériennes. Bon, j'ai compris que l'Algérie a compris maintenant. Ils ont compris ce que le Maroc a compris il y a au moins une vingtaine d'années. C'est l'Algérie n'a jamais eu d'outils d'influence dans les pays voisins. Voilà. Et ils veulent maintenant mettre en place... le groupe terroriste. Voilà. Simplement. C'est exactement cela. Ils veulent maintenant mettre des outils d'influence. Ils veulent mettre des outils d'influence, des écoles, des aéroports, des banques. Il a dit qu'il veut ouvrir des banques dans nos pays. S'il veut ouvrir des banques, etc. Donc, moi, quand je l'ai écouté, j'ai compris qu'il veut appliquer la technique du roi du Maroc. Parce que le roi du Maroc, quand lui, il est arrivé au pouvoir, diplomatie économique, il a mis en place une diplomatie économique très, 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 très bien, qui lui a permis, comme on le dit, de mettre en place des outils d'influence dans les pays de l'Afrique sous le Sahara. Et pendant ce temps-là, l'Algérie était en train de faire des guéguerres, en train de
de soutien au terreau, pensant que ces terroristes allaient avoir une partie du Mali. Comme ça, une fois que ces terreaux ont une partie du Mali grâce à eux, eh bien, ils vont continuer à exploiter ceux qui peuvent exploiter. Mais finalement, ils ont compris que les terreaux ne peuvent plus tenir. Maintenant, ils veulent changer maintenant, essayer de mettre une diplomatie en place pour voir. Mais quand même, avant de mettre ça en place, avant de penser à cela, il aurait peut-être pu essayer de d'abord régler ses comptes avec le Mali, ce qui ne va pas entre nous, qu'on se le dise clairement, voilà, parce que le général Sadio Camara, une fois, le ministre de la Défense, leur a demandé, ils ont demandé à l'Algérie de revenir à la raison, Et je pense que l'Algérie devrait commencer par ça d'abord, arrêter d'apporter son soutien à ces terreaux, et puis être sincère avec le Mali, revenir à la raison. Et après, maintenant, on peut penser à ces éléments, à ces projets communs que nous pouvons faire, que nous pourrons faire ensemble. Donc, c'est un peu cela. Mais, en tout cas, en général, pour finir avec ça, la tâche n'est pas facile pour le Mali. Moi, je l'ai dit, une fois, j'ai dit à quelqu'un qui n'était pas convaincu, parce que souvent les gens disent, bah écoutez, mais vous avez dit que vous êtes en train de vous battre contre les terreaux, mais ça finit pas. J'ai dit, mais attendez, mais de la manière dont nous, on recrute les gens dans l'armée, eux aussi, ils recrutent les gens comme ça. Et puis maintenant, ils ont même des drones. Ils ont des drones, on leur donne du renseignement à travers les satellites, à travers beaucoup de choses. Ils ont beaucoup de moyens qu'on leur donne. Tout ça, en réalité, le Mali n'est pas en train de se battre contre ces terreaux directement. Voilà, ce sont des supplétifs. On se bat contre les services de renseignement français qui ont derrière eux aussi l'Union européenne et qui ont derrière eux tout ce beau monde. Voilà. Donc, mais le Mali arrive à tenir debout. La guerre a changé de nature. Là, on affronte réellement, c'est une guerre par procuration. Voilà ça. On affronte beaucoup de puissances à la fois. Voilà. Pour que les gens puissent savoir que le Mali fait des efforts, c'est simple. Autrefois, si le Mali est une table, si c'est une table qui a été soutenue autrefois par la MINUSMA, par l'armée malienne, par l'armée des pays de l'Afrique de l'Ouest, par Takuba, par Barkhane, par tout ceci, si le Mali était une table qui était soutenue par toutes ces forces-là, aujourd'hui, toutes ces forces sont parties. Le Mali est soutenu par l'armée malienne et ses partenaires russes. Et de l'AES. Et de l'AES, évidemment. Et de l'AES, le Niger et le Burkina. Voilà. Et on arrive à maintenir la table toujours stable. La table, elle n'est pas tombée, elle ne s'est pas cassée, elle est toujours maintenue. Et d'ailleurs, mieux encore, on a pu récupérer nos villes perdues. Nos villes prises en otage par les terreaux qui sont soutenus par ceux que vous savez. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui se font et ce n'est pas facile pour nous, mais on est obligé d'être résilient et de résister. Ok, merci beaucoup pour cette brillante intervention. Drissa, est-ce la Mauritanie pourrait cesser, ou il faudrait contraindre la Mauritanie de cesser d'être la base arrière des déstabilisations ou en tout cas des terreaux contre le Mali? Bon, je pense que il va falloir qu'on se renforce, qu'on continue de renforcer notre armée, que nous continuons d'occuper le terrain. La Mauritanie va faire face à un moment ou l'autre au même phénomène. Ah oui, ça c'est clair. Personne dans ce monde n'a entretenu un monstre ou bien n'a créé un monstre que par finir ce monstre ne s'est pas retourné contre la même personne. Les terroristes... C'est ce que Blaise faisait. Voilà, les terroristes, vous savez, l'alliance qui est entre ces terroristes et ces puissances et d'autres pays, vous savez, c'est une alliance qui n'est pas trop soudée. Les puissances utilisent les terroristes croyant que les terroristes sont des idiots. Les terroristes aussi utilisent les puissances croyant que ces puissances-là ne connaissent rien. Et c'est cette alliance-là qui nous attaque. Et à chaque fois que ces terroristes vont se rendre compte que, bon, si c'est attaquer le Mali, ils ne peuvent pas. Si c'est le Niger, ils ne peuvent pas. Si c'est le Burkina, ils ne peuvent pas. Et ils doivent continuer dans leur banditisme. Là où ils sont, ils vont s'attaquer là-bas. Et c'est là que la Mauritanie va commencer à regretter. Parce que Ben Laden, il a été soutenu par qui? Ouais, CIA. Ouais. Il s'est retourné contre les États-Unis plus tard. Le gars là, le chef de l'État islamique là, qui a été tué, Al-Baghdadi. L'État islamique même a été créé dans une prison. Cette prison a été contrôlée par qui? Par les Américains. Au final, ils se sont battus les uns contre les autres. L'Algérie, la Mauritanie, tous ces pays-là aujourd'hui,
qui sont en train de soutenir ces terroristes ou bien les entretenir aujourd'hui, parce que nous sommes faibles, nous étions faibles à un moment donné. Nous sommes en train de nous relever aujourd'hui. Une fois qu'on va se mettre debout, ces terroristes-là vont s'installer dans ces pays-là. Parce que c'est des bandits, hein. C'est des bandits, ils vivent que dans le désordre et que du désordre. Ils sont comme ça. Et j'aimerais préciser une chose, parce que souvent je vois sur des chaînes, les gens entre le Mali et l'Algérie, les gens mélangent tout. Le Mali est un pays, l'Algérie est un pays. Nous partageons des frontières. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Mali n'a jamais tiré un coup de feu contre l'Algérie. Le Mali n'a jamais soutenu un groupe terroriste ou autre contre l'Algérie. Et d'ailleurs, nous avons aidé à mettre fin à la guerre Algérie-Maroc. Et au contraire, le terrorisme que nous vivons aujourd'hui, à la base, ce sont les Algériens. Oui. Ce sont les Algériens. Deuxièmement, l'Algérie combat aujourd'hui, l'Algérie dit qu'elle combat aujourd'hui du terrorisme sur son territoire. Elle dit également qu'elle fait face aux Kabyles qui ont des idées de rebelles. Et la même Algérie qui combat des terroristes chez elle veut nous pousser, nous obliger à négocier avec des terroristes chez nous. Ça ne peut pas passer. Non. Les terroristes qui nous attaquent se promènent facilement en Algérie. Tu as vu les Kabyles se promener au Mali? Non. Non. Donc il faut que le monde entier sache que l'Algérie est l'État qui nous agresse aujourd'hui, qui nous envoie des terroristes, qui soutiennent des terroristes contre nous. Donc dans ça, il n'y a pas de doute, quoi. C'est l'Algérie qui nous attaque, c'est l'Algérie qui entretient nos ennemis. Alors si elle se croit notre amie, qu'elle se pose elle-même la question. C'est quel genre d'amitié qui lui pousse à entretenir nos ennemis? Et c'est quoi le comportement d'un ami? Voilà, à héberger nos ennemis. Et à venir nous proposer des histoires de train ou autres là. D'ailleurs, ce que Driss a dit, c'est très pertinent. Parce que l'État malien est cohérent. L'État malien aurait pu faire appel aux Kabyles et puis les installer ici. Hein. Mais c'est parce que l'État malien a vu, hein, et ça je le sais. Mais moi, personnellement, j'encourage ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai que. C'est-à-dire, ils ont vu que ce que les Kabyles font là-bas, ça leur plaît pas. Et donc, du coup, ils vont se dire, bon, nous, on n'aime pas aussi que ceux qui sont chez nous et qui ont le même comportement que ces Kabyles aussi, nous, on n'aime pas ça. Donc, du coup, on reste cohérent avec notre position. Mais, comme tu l'as si bien dit, on ne sait pas si la position de l'État peut changer. Hein. Et un jour, ça peut changer. Voilà. Bon, comme nous parlons des faits, les faits aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Algérie qui soutient des groupes contre nous. Deuxièmement, j'entends aussi les gens parler des accords d'Alger, c'est le Mali qui a fait appel. Est-ce que c'est compliqué? Si c'est le Mali qui a fait appel à l'Algérie pour les accords d'Alger et que le Mali dit à Algérie, ok, aujourd'hui, nous sommes capables de nous entendre entre nous. Reste chez toi. Où est le problème? Hein? Est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Si c'est parce que tu avais été appelé à un moment donné, on t'a dit, ok, d'accord, on te remercie, reste chez toi, on peut gérer le problème entre nous. Où est le problème? Donc, il faut que cela soit clair. Nous n'avons rien fait à Algérie. Souvent, tu entends même les gens dire que, bon, vous là, vous là, vous êtes là, vous êtes en train de combattre tout le monde. Mais on combat qui? Mais nous n'avons attaqué personne, territoire. Personne. D'ailleurs, l'Algérie a ses problèmes internes. Le régime enferme des gens chez lui. Il empêche les gens de manifester. Il renvoie des gens. Le Mali ne s'est jamais prononcé sur la politique interne de l'Algérie. Le Mali n'a jamais demandé à l'Algérie pourquoi vous avez mis telle personne en prison, pourquoi vous avez mis telle personne en prison. Le Mali n'a jamais reproché à l'Algérie pourquoi vous avez tué les terroristes par les pieds ici et là-bas vous avez coupé les têtes ou bien là-bas vous les avez bombardés. Le Mali n'a jamais reproché ça à l'Algérie. Le Mali n'a jamais reproché à l'Algérie le problème kabyle. Alors, bon Dieu, pourquoi l'Algérie veut nous imposer sa façon de faire, sa façon de voir dans notre propre pays? Et les gens sont là en train de dire, bon vraiment, il faut parler à l'Algérie, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut que cela soit clair. Maintenant, pour terminer, et je vous disais tantôt que les terroristes qui étaient entretenus par Blaise Compaoré ont fini par attaquer le Burkina. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a un capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de pacifier le pays. Les terroristes qui ont été entretenus
par les Américains contre l'ex-URSS se sont retournés contre eux quand l'ex-URSS est parti. Et les terroristes aujourd'hui qui sont en Mauritanie, en Côte d'Ivoire ou de l'autre côté de l'Algérie, il suffit seulement d'un petit changement. Vous allez voir. Alors j'invite les populations de ces pays, les Ivoiriens, n'acceptez pas que Alassane transforme votre terre à un asile pour des terroristes. Parce que ce sont des gens qui vont à un moment ou l'autre se retourner contre vous. Ok. Merci beaucoup. Thomas, tu ajoutes quelque chose? Sinon, on arrive au terme de cette émission, peut-être. C'est bon? Bon, maintenant, je ne vais pas vous laisser. Ça, il y a une dernière question qu'il faudrait quand même aborder. Kouré aussi, nous sommes aujourd'hui, nous pouvons dire, en état de guerre quand même, parce que dans toutes les régions, quand même, il y a des opérations militaires. Nous saluons nos forces de défense et de sécurité. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être adapter certains de nos textes au contexte actuel? Parce que si j'ai bonne mémoire, il y a un blogueur malien qui a été acheté par la France, qui d'ailleurs avait désinformé sur notre armée, qui avait filmé des trucs, dire qu'il y avait des atrocités commises par certains partenaires du Mali, même accusations formulées par la France, par l'Algérie, et c'est lui qui devait apporter des preuves matérielles pour incriminer les Maliens. Mais une fois, lui, il avait fait convoquer des gens devant la justice, mais à son tour, il a fui le pays. Il n'est jamais revenu. Et c'est lui qui a utilisé maintenant sur leur plateau contre le Mali. Et c'est des gens comme ça, des gens sur lesquels on peut avoir des soupçons, doivent être autorisés à convoquer des gens, ou est-ce qu'ils doivent jouir de certains droits? Je ne sais pas trop. Et c'est la peine de mort, par exemple. Il y a un moratoire là-dessus, c'est toujours là, peut-être en vigueur, mais ce n'est pas appliqué. Ça fait plusieurs années de cela. Aujourd'hui, quand les terroristes viennent abattre, assassiner des gens comme ça, faire des orphelins, des veuves, de gauche à droite, est-ce qu'il ne faudrait pas réactiver ça? Si nous savons qu'aux États-Unis, même la peine de mort est appliquée. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas adapter réellement nos textes au contexte, vraiment aux menaces, aux enjeux du moment? Oui, mais absolument. C'est-à-dire, tu sais, général, s'il y a bien une chose que je reproche personnellement aux différents gouvernements qui se sont succédés dans ces 20-30 dernières années au Mali ici, et je reproche cela à ces gouvernements et je le reproche à moi-même parce que je suis ici aussi, je suis malien aussi. Oui. Et c'est qu'en fait, on a un grand problème. Le grand problème qu'on a, c'est que lorsqu'on met un système en place, ce système-là, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir réévaluer régulièrement les systèmes qu'on met en place. Oui. Et actualiser. Je donne un simple exemple. Tout à l'heure, moi, lorsque je venais ici, j'étais dans un embouteillage immense. C'est un embouteillage immense qui a fait que je suis venu en retard. Mais ce système de simple, je ne sais pas comment on appelle ça, simple alternance, c'est comme ça qu'on appelle ou c'est double alternance, je ne sais pas comment ils appellent. C'est-à-dire c'est la circulation alternée, voilà. Ah, ok. Ce système de circulation alternée qu'on a mis en place. Alors une année, on a dit, bon, désormais, à partir de telle heure, tous les véhicules vont dans une seule direction. À la descente, tous les véhicules vont dans l'autre direction. Mais ce système-là, quand il a été mis en place, là, mais il faut voir les failles du système. L'intelligence même humaine, c'est ça. C'est quand on met quelque chose en place, de temps en temps, on essaie de voir les failles de la chose. On met des éléments, des gens qui vont analyser, qui vont dire, ah, attention, on a mis ce système en place, mais à tel endroit, au lieu que le policier s'arrête à tel endroit, peut-être qu'il faudrait qu'il s'arrête derrière pour que ceux qui viennent ici puissent quand même passer ici, et puis là, ça va fluidifier. En fait, régulièrement, il faut réévaluer les systèmes qu'on met en place. Et ça, le Mali a besoin de ça dans tout. Partout, on a besoin de réévaluer ce que nous faisons. Et régulièrement, il faut le faire pour aller vers l'amélioration. Donc, ce que tu as dit, c'est effectivement, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut revoir les textes dans ces domaines-là, voir, par exemple, il faut voir si éventuellement, il y en a qui méritent toujours d'avoir, par exemple, les papiers maliens. Oui. Voilà. Refuser de renouveler leur passeport, par exemple. Voilà, il faut revoir cela parce que lorsque quelqu'un est capable de poser des actes de très haute trahison, franchement, je sais pas comment on peut nommer cela, je sais pas comment on peut appeler cela. On peut être dans un combat, on peut ne pas aimer Drissa Mementa, on peut ne pas aimer Thomas Sankara, on peut ne pas aimer le général, ça c'est vrai. Mais lorsque la patrie est en péril, quel que soit le dirigeant qu'elle a,
je m'excuse de l'expression, quoi. C'est-à-dire, le dirigeant qui est là ne nous intéresse pas. Nous, c'est sauver le pays. Il faut chercher à faire sortir le pays, que le pays sorte la tête de l'eau. Mais lorsqu'on est acheté par le camp adverse, donc c'est un peu compliqué. Alors, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, il faut revoir sur toute la longueur, il faut revoir les textes, il faut réadapter les textes. Il faut réadapter les textes que nous avons. Nous avons les textes, il faut les revoir, il faut faire des réformes. Et les meilleures réformes que nous puissions faire, une fois moi je l'ai proposé, j'ai dit qu'il y a un ministère qui s'occupe des institutions. Des relations avec les institutions, etc. Et, écoutez, ce serait bien, par exemple, que nous puissions donner la possibilité à ceux qui ont la main à la pâte. Je donne un exemple. Prenons la Direction générale des impôts. La Direction générale des impôts, il y a des travailleurs qui sont là-bas. Oui. Il y a des gens qui travaillent aux impôts depuis qu'ils sont nés. C'est-à-dire depuis qu'ils ont commencé à travailler, depuis qu'ils sont tout petits, jusqu'à avoir du boulot aux impôts, jusqu'à aller à la retraite, vous allez trouver qu'il y a toujours un système là qui s'applique comme ça, quoi. Depuis qu'eux sont tout petits, ils ont fini les études, ils travaillent aux impôts, ils vont à la retraite, mais c'est le même système là qu'on fait. Même si le système ne fonctionne pas. Même si le système n'est pas bon, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste contacter les travailleurs des impôts sur l'ensemble du territoire malien et leur proposer d'envoyer des suggestions. C'est-à-dire, à partir du poste où ils sont, là où ils travaillent, selon eux, quelles réformes faut-il faire à leur poste pour que ça puisse aller plus vite et mieux. Oui. Et si tous les travailleurs des impôts font ça, si toutes ces informations remontent un jour, par exemple, un jour on va louer par exemple le CICB, et ils vont venir, ils vont dire voilà, nous avons les travailleurs des impôts de Caille, de Nioro, de Bamako, d'ici, qui ont fait ces propositions. Et maintenant, on déplie, on lit toutes ces propositions-là. Et maintenant, parmi ces propositions, eh bien, on va essayer de voir celles qui sont judicieuses. Et là, au moins, quand on va mettre ça en application, ça va mieux faire fonctionner les services des impôts. Et on applique cela à tous les autres services, la justice et partout, le trésor partout. Oui. Donc, et là, on peut avancer. Vous voyez. Donc, c'est un petit peu cela. Je suis entièrement d'accord avec toi par rapport à cela. Ok, mais maintenant, Oui. tu as juste quelque chose par rapport à nos textes? Bon, vous savez, par rapport au texte, je pense que la lutte contre le terrorisme et surtout le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, les demi-mesures ne fonctionnent pas. Les demi-mesures ne fonctionnent pas. À un moment donné, quand on veut frapper, il faut frapper fort et avancer. Parce qu'il y a un système qui s'est constitué au Mali là. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ce système-là. Ils sont amis entre eux. Ils se font les choses, ils ne se fâchent jamais. Hein? Même si l'autre est en faute, quoi. Ouais. Même si l'autre est en train de mettre tout le pays à feu et à ça, et ils ne se fâchent pas. Ils se tapent les mains, ils s'amusent entre eux. Et à chaque fois que tu vas toucher à un d'eux, tu vas voir les autres vont venir s'attaquer à toi. Même s'ils savent bien que l'autre là, ce noyau-là, comment dire là, cette petite bourgeoisie qui est là, il va falloir détruire ça. Il va falloir détruire ça. Vous les voyez, ils sont sur les réseaux, ils sont partout. Il y en a qui vont se dire, par exemple, vous venez de donner un exemple sur une personne. Ouais. Vous allez voir que cette personne, malgré tout ce qu'il est, malgré tout ce qu'il est en train de faire, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont souvent même dans les institutions ou bien souvent même qui bénéficient du respect de tout le monde, qui sont là en train de les protéger contre les autres. Et d'ailleurs, souvent, ils donnent certaines informations. Tu te demandes, lui qui n'est pas au Mali, oui. Qui lui donne ces informations? Oui, oui. Donc, souvent, le demi-mesure, ça ne marche pas. Je l'ai même déjà proposé une fois. En matière de déstabilisation du pays ou en matière de terrorisme, il faut être très sévère. Tous ceux qui vont être pris, hein, pour tentative de, de déstabilisation, qui vont tenter de semer le chaos, il faut stopper le moratoire là. Peine de mort pour un étranger, que tu sois DGC ou autre loi, qui va être pris au Mali pour tentative de déstabilisation. Peine de mort pour tes complices aussi, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Peine de mort également pour celui qui va être pris pour complicité de terrorisme ou apologie du terrorisme. Moi, je pense que c'est comme ça que les gens auront un peu peur. Et souvent, le Malien, souvent nous sommes un peu émotionnels. Vous allez voir quelqu'un, il va passer 3 ou 4 ans, il soutient les terroristes, il dit tout sur le terrorisme. Il soutient les terroristes,
Ils font tout pour les terroristes. Mais bon, quand il s'assoit et il a un voyage, il doit venir au Mali, il a besoin du papier malien, il va faire une vidéo. Bon, vraiment, Assimi est bien, hein, on va dire, lui, il a changé. Faut pas qu'on accepte ça, quoi. Faut pas qu'on accepte ça. Quand tu pêches jusqu'à un certain niveau là, faut pas qu'on donne le droit à la personne de se moquer de nous, quoi. Parce que c'est pour le papier qu'il est en train de faire. Une fois qu'il aura ses papiers, il va reprendre encore. On l'a vu. Il y a des gens, en 2021, ils l'ont fait. Quand ils voulaient venir au Mali, ils ont changé de camp. Ils sont venus au Mali. On a tous dit ensemble ici, vive la transition, vive Assimi. Quand ils sont repartis encore, dès que les choses ont commencé à mal tourner contre eux, ils sont revenus au service des terroristes. Ça, à un moment donné, il va falloir qu'on réfléchisse sur là-dessus. Et j'interpelle également la cybercriminalité ici. Souvent, qui nous donne l'occasion de l'aider. Il y a des gens qu'ils ne font même pas avec des faux profils. Hein? Ils vont appeler les terroristes djihadistes. Et ils l'assument. Quelqu'un qui appelle un terroriste djihadiste, il est en train de légitimer le combat du terrorisme. Parce que le djihad fait partie de la religion. Alors que le terrorisme ne fait pas partie de la religion. Celui qui va les appeler djihadistes doit être interpellé. Parce qu'il a fait l'apologie du terrorisme. Oui. C'est clair. Il a fait l'apologie du terrorisme. Ce ne sont pas des djihadistes. Voilà. Ce ne sont pas des djihadistes. Ils salient l'islam. Hein? Et tu es en train de légitimer la barbarie qu'il fait également. Un. Deuxièmement, les commentaires là. Il y a beaucoup qui vont venir soutenir les terroristes dans les commentaires. Oui. Et c'est des profils qui peuvent être identifiables, quoi. Ils viennent avec des faux profils. Non, souvent, il y a des profils qui peuvent être identifiables. Je parle en connaissance de cause. Ok. Ils sont sur les groupes WhatsApp. Ils partagent les fausses informations sur les groupes WhatsApp. Et le pôle peut avoir... c'est-à-dire, pas toujours les... Comment dire là... C'est pas comment dire là... les brigades qu'ils mettent en place, ils peuvent constituer d'autres brigades qui ne sont pas forcément des policiers, des gendarmes et autres là, quoi. Ils peuvent veiller sur ces réseaux-là avec des volontaires, par exemple. Oui, c'est là que je voulais peut-être... Voilà. Il y a des renseignements. C'est pas une question avec des volontaires. Moyens aussi. Voilà. Ça dépend des moyens aussi mis à disposition du pôle. Non, j'ai compris, quoi. Souvent, il faut lancer l'appel. Les gens vont venir. Est-ce que vous comprenez? Et souvent aussi, il faut accepter... Par exemple, les gens peuvent se constituer en groupe de volontaires, quoi, pour aider. Ça aussi, c'est possible, quoi. Mais si on commence à nous intéresser encore davantage à ces genres de trucs-là, vous allez voir qu'il y aura moins de... Les Maliens seront moins terrorisés, quoi. Mais moi, Mais c'est une proposition. Moi, je suis entièrement d'accord avec lui. La dernière fois, moi, il y a un Malien qui est sur un groupe WhatsApp. Il est avec des gens qui sont énervés, des gens qui sont énervés contre le régime parce que je crois que le régime a fait quelque chose qui ne leur a pas plu. Moi, j'ai dit, écoutez, les décisions de l'État, c'est les décisions de l'État. Le gouvernement, il prend des décisions, c'est pas, comment on dit, c'est impersonnel. Les décisions que l'État prenne, c'est pas lié à Ibou. Par exemple, si l'État prend une disposition, moi, je travaille dans une boîte, ça concerne ma boîte, c'est nous tous qui sommes frappés par la mesure. C'est pas une seule personne, n'est-ce pas? C'est une mesure générale. Voilà, ce sont des mesures générales. Voilà, c'est ça. Donc, c'est impersonnel. Donc, du coup, mais là, lui, il était dans un groupe WhatsApp où il y a des gars qui étaient énervés, des gars qui insultaient, etc. Et maintenant, quand ils s'énervent, ils font l'apologie du terrorisme sur le groupe WhatsApp. C'est-à-dire, puisque eux, ils sont fâchés, parce qu'une décision a été prise, générale qui leur tape dessus, et bien, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tout ce qui est les images de terrorisme, de nos militaires qui tombent au front, ils ramassent tout et ils amènent tout dans WhatsApp. Là. Et puis, il est connu par les gars qui sont sur le groupe WhatsApp. Et effectivement, comme Drissa Mentel a si bien dit, si le pôle qui s'occupe de cela, le pôle cybercriminalité qui était là, qui avait, je pense, beaucoup plus de moyens, ils auraient pu avoir ces infos-là. C'est des gens qui sont connus. Ouais, moi, il m'a envoyé le numéro de téléphone de la personne, il m'a dit qui il est, c'est une haute personnalité, c'est une personnalité respectable ici au Mali, mais il est fâché, il est énervé. Mais des gars comme ça, il faut le prendre. Il faut le prendre et puis voilà. Non, donc, Ibu, pour une fois là, je ne suis pas d'accord avec vous. Et la proposition, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque Malien a le devoir de signaler de tels commentaires. Peut-être vous ne le saviez pas, mais vous voyez ça tout de suite, vous prenez en capture d'écran,
toutes ces bêtises en faveur des touristes qu'il est en train de publier. Vous prenez ça en capture d'écran et puis vous envoyez ça au pôle de cybercriminalité et puis tout de suite il serait interpellé. Non, vous n'avez pas compris, général. Moi, par exemple, okay. je connais des gens qui sont au pôle. Peut-être je connais d'autres personnes. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas, qui savent pas, ils n'ont pas de contact du pôle. Ils n'ont pas de contact. Et ces gens-là, voilà, ils sont dans plusieurs. Par exemple, même l'autre jour, là, le samedi, le faux communiqué. Le faux communiqué de l'armée, là. Je l'ai vu sur un groupe WhatsApp. Je sais ce que j'ai fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais les autres n'ont pas les mêmes contacts que moi. Et il y a d'autres groupes également. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui n'ont pas ce genre de contacts. Donc, il y a une manière d'être dans ces groupes, de contrôler et de sévir, quoi. Voilà. Ok. C'est-à-dire, général, pour finir, ce que Drissa Menta a dit, c'est très pertinent. Il faut créer un cadre, c'est ce qu'il veut dire. Exactement. Okay. C'est-à-dire, si moi j'étais aujourd'hui le patron de l'agence de renseignement du Mali, si moi j'étais lui aujourd'hui. Nous saluons les généraux Moulbokone. Voilà. Là, l'une des choses que moi j'allais faire, c'est profiter en fait des. Si vous étiez son conseiller, on part sur cette base. D'accord. Voilà. Non, si j'étais son conseiller, okay, allez-y. J'allais lui dire. Non, en fait, en réalité, aujourd'hui, de nos jours, il y a des personnes autour desquelles gravitent des millions de Maliens. Je répète, il y a des gens aujourd'hui qui, à eux seuls, autour d'eux, gravitent des millions de Maliens. Par exemple, toi, en général, il y a des millions de Maliens qui tournent autour de toi. Tu as des millions d'informations. Ce que tu exprimes, les informations que tu publies, ça c'est juste peut-être 10% à 20% de ce que tu as. Mais le nombre de Maliens qui t'appellent par jour pour te dire, ah, général, il y a les terreaux qu'on a vus dans tel village. Général, il y a des terreaux qu'on a vus ici. On les a vus dans tel... Le nombre de Maliens... J'imagine que tu n'en dors pas. Ouais. Tu n'en dors pas. Vous êtes dans la même situation. Je suis dans la même situation. Drissa dans la même situation. Il arrive même, il y a des informations qui tombent, c'est tellement urgente, grave. Oui. Souvent, tu t'achèves, tu te dis, attends là, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Moi, la dernière fois, il y en a un qui m'envoie un message à 3h du matin. C'est-à-dire, je ne sais pas quoi, mais j'ai eu le réflexe, j'ai entendu le bruit de mon téléphone, je me suis réveillé, j'ai pris le téléphone et il était inquiet, il était stressé parce qu'il pensait qu'il y avait la déstabilisation, une seconde déstabilisation. Je lui ai répondu, j'ai dit, c'est où ça? J'ai dit, il n'y a rien, dors tranquille. Et puis il a dormi. Donc, c'est pour dire que si aujourd'hui, parce que les Maliens n'ont pas la culture des numéros verts. 80-331 là, le Malien, tu dis aux Maliens, tu composes le 80-331 pour dire que tu as vu les terroristes ici. Ou bien que tu as vu quelqu'un qui est en train de faire l'apologie sur tel groupe WhatsApp. Les Maliens ne connaissent pas ça. Les Maliens, c'est Drissa Menta qu'ils connaissent parce qu'ils suivent ces émissions. Il y a une confiance qui s'est établie entre Drissa Menta et eux pendant 10 ans, 15 ans. Les Maliens connaissent le général Issa. C'est culturel. Mais c'est culturel. Les Maliens, ils suivent le général Issa parce que ils ont confiance au général. Ils suivent ses émissions. Ils savent que s'ils lui lancent telle alerte, ils peuvent. Donc, du coup, ça, c'est des choses qui doivent. C'est-à-dire, on doit utiliser cela. On doit utiliser cela. Si chacun de tous ceux-ci que j'ai cités devait envoyer ces types d'informations vers des destinations bien connues et traitées, mais vous allez voir qu'ils vont avoir des millions d'informations là-bas. Merci. Qui peuvent leur être utiles. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous savons que vous aurez aimé que ça continue, mais il y a d'autres programmes qui vont suivre après. Merci à vous de nous avoir suivis sur African TV, une filiale de Gandhi Malien TV. Restez branchés sur African TV, d'autres programmes. Surtout quand on quitte ici, que tout le monde rentre à la maison. Tiens. Voilà, général, ça c'est un code entre vous. Hein. Merci. C'est un code entre vous. Merci beaucoup. Et lui, c'est un déliqué. Donc, portez-vous bien et à la prochaine. Merci.